Troisième intermède. Le 17 mars 1985. L'incendie du Black Spot eut lieu à la fin de l'automne en 1930. Autant que je puisse en juger, cet incendie, celui dont mon père avait réchappé de justesse, mit un terme au cycle des meurtres et des disparitions des années 1920-1930. De même que l'explosion des Aciéries avait mis un terme au cycle précédent. Comme s'il fallait un sacrifice monstrueux à la fin de chacun pour apaiser la terrible puissance à l'œuvre ici, pour envoyer ça dormir pendant un nouveau quart de siècle. Mais si un sacrifice est nécessaire pour mettre un terme à chaque cycle, on dirait qu'un événement du même ordre est indispensable pour les mettre en branle. Ce qui m'amène à l'affaire de la bande à Bradley. Leur exécution eut lieu à l'embranchement de 3 rues, Canal, Main et Kansas, à peu de distance en fait de l'endroit où avait été prise la photo de Bill, celle qui s'était animée sous ses yeux et ceux de Richie un certain jour de juin 1958. Une exécution qui s'est donc produite 13 mois avant l'incendie du Black Spot en octobre 29, quelques jours avant le crash boursier. De nombreux habitants de Derry affectent, comme pour l'incendie du Black Spot, de ne pas se souvenir de cette affaire. Ils n'étaient justement pas en ville ce jour-là. Ils faisaient la sieste et n'ont appris la nouvelle qu'à la radio, où ils vous regardent bien en face et vous sortent un gros mensonge. Les registres de la police indiquent que ce jour-là, le chef Sullivan n'était pas à Derry. Sûr que je m'en souviens, m'a dit Aloysius Snail, installé dans son fauteuil sur la terrasse ensoleillée de la maison de retraite Paulson à Bangor. C'était ma première année dans la police, je ne risque pas de l'oublier. Le chef était quelque part dans le Maine, à la chasse. On avait emballé et emporté les corps le temps qu'ils reviennent. Je l'ai jamais vu aussi furax. Néanmoins, j'ai trouvé une photo dans un ouvrage de référence sur les gangsters où l'on voit un homme souriant à côté du cadavre criblé de balles d'Al Bradley à la morgue. Et si ce type n'est pas le chef Sullivan, c'est qu'il a un frère jumeau. C'est finalement de M. Kinney que j'ai obtenu ce que je crois être la version authentique de l'histoire. Norbert Kinney, qui fut propriétaire de la pharmacie de Center Street de 1925 à 1975, me confia très volontiers, mais comme le père de Betty Ripson, il me fit arrêter mon magnétophone avant de déballer son histoire. C'est d'ailleurs sans importance, je peux encore entendre sa voix fragile, encore une voix a cappella dans le fichu cœur de la ville. Pourquoi ne pas te le dire, commença-t-il. Personne ne l'imprimera, et de toute façon, personne ne le croirait. Le vieil homme me tendit un antique pot de pharmacie. Tu veux des réglisses, Mickey? Si je me souviens bien, tu as un petit faible pour les rouges. J'en pris une. Le chef Sullivan était-il sur place ce jour-là? Demandai-je. Monsieur Kinney rit et prit à son tour une bande de réglisses. Tu te poses la question, hein? Oui, je me la pose, dus-je admettre, en mâchant un morceau de réglisse rouge. C'était ma première depuis l'enfance, depuis l'époque où je tendais mes piécettes à Monsieur Kinney, nettement plus jeune et fringant. C'était toujours aussi délicieux. Tu es trop jeune sans doute pour te souvenir du jour où Bobby Thompson a frappé son coup de circuit sur les Giants de New York en 1951, reprit M. Kinney. Toujours est-il qu'un article paru dans le journal 2 ou 3 ans plus tard, et à les en croire, au moins 1 million de New-Yorkais se trouvaient dans le stade ce jour-là. M. Kinney se mit à mâcher sa réglisse, et un peu plus de salive noire coula du coin de sa bouche. Il s'essuya méticuleusement le menton. Nous étions assis dans le bureau, à l'arrière de la pharmacie, car il avait beau avoir 85 ans et être à la retraite depuis 10 ans, il tenait toujours la comptabilité de son petit-fils. Eh bien, c'est tout le contraire pour la bande à Bradley. Il sourit, mais l'expression n'avait rien d'agréable. Elle était cynique et trahissait la froideur du souvenir. Derry devait bien compter 20 000 habitants à l'époque. Main Street et Canal Street étaient asphaltés depuis 4 ans, mais Kansas Street était encore en terre. Des nuages de poussière l'été, des fondrières en mars et en novembre. 20 000 personnes vivaient donc en ville, me hâtai-je d'intervenir. Oh oui, mais sur ces 20 000, il y en a bien la moitié qui sont morts, sinon davantage. C'est long, 50 ans. Et les gens ont une curieuse façon de mourir à Derry. C'est l'air, peut-être. Mais parmi ceux qui restent, je te parie que tu n'en trouveras pas plus de 12 pour admettre qu'ils étaient là le jour où la bande à Bradley s'est fait cueillir. Si, Butch Rowden le boucher, qui avait mis une photo de l'une de leurs voitures sur le mur de sa boutique. Ou encore Charlotte Littlefield, à condition de la prendre dans son bon jour. Elle enseigne au lycée, et même si elle devait avoir que 10 ou 12 ans à l'époque, je suis sûr qu'elle se rappelle un tas de choses. Carl Snow, Audrey Stacey, Eben Stampnell, et ce vieil original qui passe ses soirées à picoler au Wallis. Pickman, si je ne me trompe pas. Il s'en souviendrait. Ils étaient tous là. Sa voix mourut, tandis qu'il contemplait le reste de réglisse dans sa main. Je fus tenté de le relancer, mais finalement m'en abstins. La plupart des autres mentiraient, reprit-il au bout d'un moment, comme tous ceux qui se vantaient d'avoir assisté au coup de circuit de Thompson, c'est ce que je veux dire. Mais les uns mentent parce qu'ils auraient aimé voir ce coup, les autres parce qu'ils auraient préféré être ailleurs qu'à Derry. Tu comprends, fiston?
J'acquiesçai. Et tu es sûr de vouloir entendre la suite? Je te trouve l'air un peu tendu, Mickey. Non, non, de toute façon, autant la connaître, non? Oh oui, d'accord, répondit doucement M. Queenie. Pour les souvenirs, c'était ma journée, comme il me tendait de nouveau le pot au réglisse. Je me rappelais soudain un programme de radio qui écoutait ma mère et mon père quand j'étais tout gosse. Monsieur Queenie, l'homme qui retrouve les personnes perdues. Le shérif était bien là, le jour en question, reprit-il. Il devait aller à la chasse, mais il a changé bougrement vite d'idée quand Lal Machen est venu lui dire qu'il s'attendait à avoir la visite d'Al Bradley l'après-midi même. Mais comment Lal Machen le savait-il? Lui demandai-je. En elle-même, l'histoire est instructive, me répondit M. Queenie, le visage plissé par le même sourire cynique. Bradley n'a jamais été l'ennemi public numéro 1, mais cela faisait 1 an ou 2 que le FBI aurait tout de même bien aimé mettre la main sur lui, ne serait-ce que pour montrer qu'il pouvait faire quelque chose. Al Bradley et son frère George avaient attaqué 6 ou 7 banques du Middle West et enlevé un banquier contre rançon. La rançon a été payée, 30 000 $, une belle somme pour l'époque, mais ils ont tout de même tué le banquier. Du coup, la région était devenue un terrain miné pour eux, si bien qu'avec les jeunes chiens fous qui les suivaient, les 2 frères se sont repliés vers le nord-ouest, c'est-à-dire par ici. Ils ont loué une grosse ferme juste à l'extérieur de la ville, à Newport, pas loin de là où se trouve encore la ferme Ruline. Je ne me souviens plus si c'était en juillet ou en août, ou peut-être début septembre. En tout cas, c'était l'été. Ils étaient 8 en tout. Al et George Bradley, Joe Cooklin et son frère Cal, un Irlandais du nom d'Arthur Malloy, dit La Taupe, parce qu'il était myope et ne mettait ses lunettes qu'en cas de nécessité absolue, et Patrick Cowdy, un jeune type de Chicago, qui passait pour un fou de la gâchette, mais qui était beau comme un Adonis. Plus 2 femmes, Kitty Donahue, épouse légitime de George Bradley, et Mary Hauser, qui appartenait à Cody, mais que les autres se partageaient aussi de temps en temps, d'après ce qui se racontait. Ils ont commis une erreur de jugement quand ils ont débarqué dans le coin, fiston. Ils se sont crus assez loin de l'Indiana pour être en sécurité. Ils sont restés discrets pendant un moment, puis ils ont commencé à s'ennuyer. Alors ils ont décidé d'aller chasser. Ils possédaient un véritable arsenal, mais étaient à court de munitions. À partir de là, je connais les dates. Le 7 octobre, ils se sont tous ramenés à Derry dans 2 voitures. Patrick Cody est allé faire les boutiques avec leurs 2 femmes, tandis que les autres se présentaient au magasin de sport de Machen. Kitty Donahue est morte 2 jours plus tard dans la robe qu'elle avait achetée ce jour-là chez Freeze. C'est Lal Machen qui s'est occupé en personne de ses clients. Il est mort en 59, obèse. Il avait toujours été gros. Cependant, il avait le coup d'œil, et il disait qu'au bout de 10 minutes, il savait qu'il a fait affaire à Al Bradley. Il a cru reconnaître les autres, sauf Malloy, qu'il n'a identifié que lorsqu'il a mis ses lunettes pour regarder des couteaux dans une vitrine. Al Bradley lui a dit « On aimerait acheter quelques munitions. Vous êtes venu au bon endroit », lui a répondu Machen. Bradley lui a tendu un papier et Lal l'a lu. Il a été perdu pour autant que je le sache, mais Lal disait que ça faisait froid dans le dos. Il voulait 500 cartouches de calibre 38, 800 de calibre 45, 60 de calibre 50, un calibre qui n'existe même plus, des cartouches à plomb pour le petit et le gros gibier, 1000 cartouches de 22 longs, 1000 de 22 courts, plus, accroche-toi bien, 16 000 cartouches de pistolet mitrailleur de 45. « Nom de Dieu !» m'exclamai-je. M. Queenie eut de nouveau son sourire cynique et me tendit encore le pot aux réglisses. Je secouai tout d'abord la tête, mais finis par en prendre un de plus. « Dans le genre liste de commission, c'est pas mal, les gars, leur a dit Lal. Tu vois bien, Al, a dit Malloy et la taupe. Je t'avais dit qu'on ne trouverait rien dans un bled pareil. Allons à Bangor. Ils n'auront sans doute rien là-bas non plus, mais ça nous fera faire un tour. On se calme, les gars, a dit Lal, aussi froid qu'un pain de glace. C'est une sacrée bonne commande, et ça me ferait mal de la laisser à ce juif de Bangor. Je peux vous donner tout de suite les 22 et les cartouches pour le gibier, plus 100 cartouches de 38 et 100 de 45. Je pourrais avoir le reste. J'imagine très bien Lal, les yeux mi-clos, faisant semblant de calculer. Après-demain, qu'est-ce que vous en pensez? Et Bradley a dit que c'était pas fait pour lui. Cal Cooklin voulait encore aller à Bangor, mais l'avis des autres a prévalu. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir nous livrer, autant le dire tout de suite, a fait Al Bradley. Parce que je suis très gentil, mais quand je me fâche, vaut mieux pas faire le malin avec moi. Vous me suivez? Oui, très bien, a répondu Lal. Je vous aurai toutes les munitions que vous pourrez souhaiter, monsieur... Rader, a dit Bradley. Richard D. Rader. Il a tendu la main à Lal et lui a serré avec un grand sourire. Ravi de faire votre connaissance, monsieur Rader. Bradley lui a alors demandé à quel moment passer, et Lal Machen lui a proposé 2 heures de l'après-midi. Quand ils sont repartis, Lal les a observés, tandis qu'il retrouvait les 2 femmes et Cody, qu'il a reconnu également.
Et qu'est-ce que tu crois que Lal a fait me demanda alors Queenie, le regard brillant. Hein, à ton avis, il a appelé la police ? J'en doute, vu la manière dont ça s'est passé, lui répondis-je. Mais moi, je me serais cassé une jambe en sautant sur le téléphone. Peut-être que oui, peut-être que non, dit M. Queenie, avec toujours ce même sourire cynique intense. Et je frissonnais car je savais ce qu'il voulait dire, et il savait que je le savais. Une fois que quelque chose de bien lourd commence à rouler, on ne peut pas l'arrêter. Ça continue sa course jusqu'à ce que ça arrive sur un terrain plat et assez long pour perdre tout élan. On peut se mettre en travers, on n'y gagne qu'à se faire aplatir sans l'arrêter pour autant. Peut-être que oui, peut-être que non, répéta M. Queenie. Mais je peux te dire ce qu'a fait l'Almatchen. Pendant le reste de la journée et tout le lendemain, dès qu'un client venait, enfin un homme, eh bien, il leur disait qu'il savait qui on avait entendu dans les bois près de la ligne de Derry Newport, en train de tirer sur des daims et des perdrix et Dieu seul sait quoi encore, avec des machines à écrire à gâchette. C'était la bande à Bradley, il en était sûr, car il les avait reconnus. Et il leur disait que Bradley et ses hommes devaient revenir le surlendemain, ou le lendemain, vers 2 heures, pour prendre le reste de leurs munitions. Il ajoutait qu'il leur avait promis toutes les munitions qu'ils voulaient, et que c'était une promesse qu'il entendait bien tenir. « Combien » demandai-je. Je me sentais hypnotisé par ce regard brillant. Soudain, l'odeur de cette arrière-boutique, odeur de drogue, de sirop, de poudre, d'onguents, de cataplasme me parut suffocante. Mais je n'aurais pas su davantage la quitter que j'aurais pu me suicider en retenant ma respiration. « À combien d'hommes Lal a passé le mot » demanda M. Queenie. J'acquiesçai. « Je ne sais pas exactement. Je n'y ai pas monté la garde pendant ces 2 jours. Tous ceux en qui il sentait pouvoir avoir confiance, sans doute. Moi, je suis passé le lendemain matin pour voir si mon rouleau de photos avait été développé. Lal s'en occupait à cette époque. Mais j'ai décidé de prendre quelques munitions pour ma Winchester par la même occasion. Lal, qui venait de me confier son histoire, m'a demandé ce que je comptais en faire. « Oh, juste tirer sur quelques nuisibles, » je lui ai dit, et ça nous a fait rigoler. M. Queenie éclata de rire à ce souvenir et se tapa sur les cuisses, comme s'il s'agissait de la meilleure plaisanterie qu'il ait jamais entendue. Puis il s'inclina vers moi et me tapota le genou. « Tout ce que je peux dire, fiston, c'est que seuls ceux qui avaient besoin d'être au courant ont été au courant. C'est ça, une petite ville. Parle à qui il faut, et le mot passera comme il faut. Tu me suis, Mickey ? Encore une réglisse ?» J'en pris une, les doigts comme engourdis. « Ça fait grossir, » fit M. Queenie avec un rire caquetant. Il eut l'air vieux soudain, extrêmement vieux, avec ses lunettes à double foyer qui glissaient sur l'arête étique de son nez, et sa peau tellement émaciée aux joues qu'elle n'avait pas de rides. « Le lendemain, je suis venu à la pharmacie avec mon fusil, reprit-il. Bob Tanner, le meilleur assistant que j'ai jamais eu, est arrivé comme par hasard avec le fusil de chasse de son paternel. Vers 11 heures, Georgie Cool est entré prendre du bicarbonate de soude et que je sois pendu s'il n'avait pas un Colt 45 passé à la ceinture. « Tu fais pas sauter les valseuses avec ça, Greg ?» je lui ai dit. « J'arrive tout droit du fond des bois pour ça, et j'ai un foutu mal au crâne, » a répondu Greg. « Je crois bien que je vais faire sauter les valseuses de quelqu'un avant de le coucher du soleil. » Vers 1h30, j'ai mis le panneau « De retour dans 10 minutes, veuillez patienter » sur la porte. J'ai pris mon fusil et je suis passé par l'allée de derrière. J'ai demandé à Bob Tanner s'il voulait m'accompagner, mais il préférait terminer l'ordonnance qu'il avait en cours. Je vous rejoins dans un moment, il m'a dit « Tâchez de m'en laisser un vivant », mais je ne pouvais rien lui promettre. Il n'y avait pas grand monde sur Canal Street, à pied comme en voiture. Un camion de livraison passait de temps en temps, et c'était à peu près tout. J'ai vu Jack Pinette traverser, un fusil dans chaque main. Il a rejoint Andy Chris, et tous les deux, ils se sont installés sur l'un des bancs, à côté de l'ancien monument aux morts. Tu sais, à l'endroit où le canal devient souterrain. Betty Vaness et Al Ney et Jimmy Cordon étaient assis sur les marches du palais de justice, en train de manger leur casse-croûte, en échangeant des morceaux, exactement comme des gosses. Tous étaient armés. Jimmy Gordon, je m'en souviens, avait un Springfield de la Première Guerre mondiale, qui paraissait plus grand que lui. J'ai vu un gosse prendre en direction de Up Mile Hill. Il me semble bien qu'il s'agissait de Zack Denbrough, le père de ton vieux copain, celui qui est devenu écrivain. Et Kenny Morton, qui se trouvait dans le bâtiment de la Christian Science, lui a lancé par une fenêtre « Et tire-toi de là, le môme, va y avoir des coups de fusil !» Zack lui a jeté un coup d'œil et a détalé comme un lapin. Il y avait des hommes partout, tous avec des armes, dans les entrées, sur les marches des porches, derrière les fenêtres. Greg Cole, le 45 sur les genoux, dans une porte. Bruce Jagermeyer et Olaf Terramenius, le Suédois, sous la marquise du Bijou, dans l'ombre. M. Queenie me regarda, ou plutôt regarda à travers moi. À présent, son regard avait perdu tout brillant. Il était au contraire tout embrumé de souvenirs, et avait cette douceur qu'ont les yeux des hommes quand ils évoquent l'un des meilleurs moments de leur vie,
la première truite qu'ils ont pêchée, la première femme qui a bien voulu faire l'amour avec eux. Je me rappelle, fiston, le vent soufflait, reprit-il rêveusement, et j'ai entendu sonner 2 heures à l'horloge du tribunal. Bob Tanner est arrivé derrière moi, et j'étais tellement nerveux que j'ai failli le descendre. Il m'a juste fait un signe de tête, et il a traversé pour aller dans la boutique de Vanoc, traînant son ombre derrière lui. On aurait pu penser qu'à 2h10, puis 2h20, les types en auraient eu assez et seraient partis, non ? Mais ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Personne n'a bougé, parce que vous étiez sûr qu'ils allaient venir, dis-je. La question ne se posait même pas. Monsieur Kinney me fit un grand sourire de prof satisfait d'une bonne réponse. Exactement, nous étions sûrs. Personne n'en avait parlé, personne n'a dit « Bon, dans 5 minutes, s'ils ne sont pas là, j'ai du boulot qui m'attend. » Tout le monde est resté bien tranquille, et vers 2h20, 2 voitures, une rouge et une bleue foncée, sont arrivées par Up Mile Hill vers l'intersection. Il y avait une Chevrolet et une LaSalle. Les frères Coughlin, Patrick Cody, Mary Hauser étaient dans la Chevrolet. Les Bradley, Malloy et Kitty Donahue dans la LaSalle. Ils se sont engagés dans le carrefour, et c'est alors qu'Al Bradley a freiné tellement brutalement que Cody a bien failli lui rentrer dedans. La rue était trop calme, et Bradley l'avait remarqué. Ce n'était qu'une brute, une bête, mais un rien, mais une bête en alerte, quand elle a été poursuivie pendant 4 ans comme une belette dans le blé. Il a ouvert la porte de la LaSalle, et il est resté quelques instants debout sur le marchepied. Il a jeté un coup d'œil circulaire, puis fait signe à Cody de faire demi-tour. Cody a dit « Pourquoi, patron ?» Je l'ai entendu parfaitement. C'est d'ailleurs la seule chose que je leur ai entendu dire ce jour-là. Il y a eu aussi un reflet de soleil, je me rappelle ce détail. Il venait du miroir du poudrier de la fille Hauser qui se remaquillait. À ce moment-là, Lal Machen et son aide, Biff Marlowe, sont sortis en courant du magasin de Machen. « Bras en l'air, Bradley, t'es pris au piège !» lui crie Lal. Mais avant que Bradley ait le temps de tourner la tête, Lal se met à canarder. N'importe comment au début, puis il réussit à lui en loger une dans l'épaule. Le résiné s'est mis aussitôt à couler. Bradley a plongé dans la voiture, passé une vitesse, et c'est alors que tout le monde a commencé à tirer. L'affaire n'a pas duré plus de 4 ou 5 minutes, et pourtant on aurait dit que ça n'en finissait pas. Petty, Hal et Jimmy Gordon, toujours assis sur les marches du palais de justice, tiraient sur l'arrière de la Chevrolet. J'ai vu Bob Tanner à genoux qui faisait feu et manœuvrait la culasse de son vieux Springfield comme un fou. Jagger Meyer et Terramenius mitraillaient le côté droit de la LaSalle, dessous la marquise du cinéma, et Greg Cole, debout dans le caniveau, tenait son gros automatique 45 à 2 mains et appuyait sur la détente aussi vite qu'il pouvait. Il devait bien avoir 50 ou 60 types qui tiraient en même temps. Après, Lal Machen a compté les balles qui s'étaient fichées dans les murs de briques de son magasin. 36. Et encore, c'était 3 jours plus tard, et tous les gardements de la ville étaient déjà venus arracher un trophée à coups de canif. À un moment donné, on aurait cru la bataille de la Marne. Je te dis pas le nombre de vitres cassées autour de la boutique de Machen. Bradley a fait faire le demi-tour le plus rapide de sa vie à la LaSalle, mais c'était sur 4 pneus crevés. Les phares étaient réduits en miettes, le pare-brise avait explosé. Malloy Lataupe et George Bradley étaient chacun à l'une des vitres arrière et tiraient au revolver. J'ai vu une balle pénétrer dans le cou de Malloy et le déchiqueter complètement. Il a eu le temps de tirer encore 2 fois avant de s'écrouler, les bras pendants par la portière. Cody a essayé de faire la même manœuvre avec la Chevrolet, mais n'a réussi qu'à enfoncer l'arrière de la LaSalle. Ça a été le commencement de la fin pour eux, fiston. Le pare-choc avant de la Chevrolet s'est coincé sous celui de la LaSalle, et je ne vois pas comment ils auraient pu s'en tirer. Joe Coughlin a bondi de l'arrière, et debout au milieu du carrefour, un pistolet dans chaque main, il a commencé à tirer en direction de Jack Pinette et d'Andy Chris. Ils sont tombés tous les deux de leur banc, et Andy Chris s'est mis à hurler « Il m'a eu! Il m'a eu !» sans s'arrêter, alors qu'il n'avait même pas eu une égratignure, pas plus que Jack d'ailleurs. Ce Joe Coughlin, eh bien, il a eu le temps de vider ses 2 chargeurs avant d'être lui-même touché. Sa veste claquait comme un drapeau et ses pantalons s'agitaient comme si une femme invisible lui refaisait un ourlet. Il portait un chapeau de paille qui s'est envolé de sa tête et on a vu qu'il avait l'arrêt au milieu. Il avait l'un de ses pétards sous le bras et tentait de recharger l'autre quand quelqu'un l'a atteint aux jambes. Il s'est écroulé. Kenny Borton a prétendu plus tard que c'était lui qui l'avait eu, mais il n'y avait aucun moyen de le savoir. Le frère de Coughlin, Cal, est sorti aussitôt pour venir le chercher, mais il s'est écroulé à son tour, comme une tonne de briques, un trou dans la tête. Alors Mary Hauser est aussi sortie. Peut-être voulait-elle se rendre, je ne sais pas. Elle tenait encore son poudrier à la main. Je crois qu'elle criait, mais c'était dur d'entendre quelque chose. Elle a reculé vers la voiture après avoir reçu une balle à la hanche, et elle a réussi à ramper à l'intérieur, je ne sais pas trop comment. Bradley a mis toute la gomme avec la LaSalle et a fini par la faire avancer.
Elle a tiré la Chevrolette sur 3 ou 4 mètres avant que l'un des pare-chocs ne soit arraché. Les garçons ont commencé à la mitrailler. Toutes les vitres ont sauté, l'une des ailes est tombée dans la rue. Malloy, toujours pendu à la portière, était bien mort, mais les 2 frères Bradley, toujours en vie. George tirait de l'arrière, avec à côté de lui sa femme morte à un trou à la place d'un œil. Al Bradley a réussi à arriver jusqu'au carrefour, mais l'auto est montée sur le trottoir et n'en a plus bougé. Il est sorti de derrière son volant et s'est engouffré dans Canal Street et il a été criblé de balles. Patrick Cody est alors sorti de la Chevrolette. Pendant un moment, il a eu l'air de vouloir se rendre, puis il a saisi un 38 qu'il cachait dans un holster sous sa veste. Il a eu le temps de tirer peut-être 3 fois au hasard, puis sa chemise a explosé, brûlant littéralement. Il a glissé le long de la Chevrolette et se retrouvait assis sur le marchepied. Il a tiré encore une fois, et pour autant que je sache, c'est la seule de leurs balles qui ait fait mouche. En ricochant, elle est allée égratigner le dos de la main de Greg Cool. Elle lui a laissé une cicatrice qu'il exhibait quand il avait bu un coup de trop, jusqu'au jour où quelqu'un, peut-être bien Al Nell, l'a pris à part pour lui dire que ce serait sans doute une bonne idée s'il fermait sa gueule sur ce qui s'était passé avec la bande à Bradley. La fille Hauser est sortie, et là, il n'y avait aucun doute qu'elle voulait se rendre, car elle avait les mains en l'air. Peut-être que personne n'avait l'intention de la tuer, mais elle s'est avancée dans un tir croisé. George Bradley a pu courir jusqu'au banc à côté du monument aux morts, puis quelqu'un lui a réduit le crâne en bouillie d'un coup de chevrotine. Il est tombé raide mort, les pantalons mouillés de pisse. Inconsciemment ou presque, je piochais dans le pot au réglisse. Ils ont canardé les 2 voitures pendant encore une bonne minute avant de se calmer, reprit M. Kinney. Quand les hommes ont le sang qui leur monte à la tête, la pression ne redescend pas vite. C'est à ce moment-là que j'ai aperçu le chef Sullivan derrière les autres sur les marches du tribunal, qui tirait sur la pauvre Chevrolette avec une Remington à pompe. Que personne ne vienne te raconter qu'il n'était pas là. Tu as devant toi Norbert Kinney qui te dit qu'il l'a vu de ses propres yeux. Quand la fusillade s'est enfin arrêtée, les 2 voitures étaient méconnaissables, des vrais tas de ferrailles avec du verre partout autour. Personne ne parlait. On n'entendait que le vent et le bruit du verre écrasé par les pieds. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à prendre des photos. Ça voulait dire que c'était bel et bien fini, comme tu devrais le savoir, fiston. M. Kinney fit balancer sa chaise à bascule. Ses pantoufles venaient rebondir avec placidité sur le plancher et me regarda. « Je n'ai rien vu de tel dans le Daily News, dis-je, incapable de trouver autre chose à dire. Le lendemain, il tirait en effet « Bataille rangée entre la bande à Bradley et le FBI et la police d'État », avec en sous-titre « La police locale leur a prêté main forte ». « Bien sûr que non, répondit M. Kinney avec un petit rire. J'ai vu le directeur McLaughlin tirer 2 fois sur Joe Coughlin. Seigneur, fis-je. As-tu eu ton comptant de réglisse, fiston? Oh oui, tout à fait, dis-je en me léchant les lèvres. Mais, monsieur Kinney, comment a-t-on pu camoufler une affaire d'une telle ampleur? Oh, il n'y a pas eu de camouflage, me répondit-il, l'air honnêtement surpris. Simplement, personne n'en a beaucoup parlé. Et au fond, qui s'en souciait? Ce n'était pas le président ou monsieur Hoover qui s'était fait descendre ce jour-là. Ce n'était pas pire que d'avoir abattu des chiens enragés qui, eux, n'auraient pas hésité à tuer pour le moindre prétexte. Mais les femmes? Oh, 2 putes, c'est tout, dit-il indifférent. En plus, ça s'est passé à Derry, pas à New York ou à Chicago. L'endroit compte autant que la nouvelle, fiston. C'est pourquoi les manchettes sont plus grosses quand un tremblement de terre tue 12 personnes à Los Angeles que lorsqu'il tue 3000 païens quelque part en Orient. Et en plus, ça s'est passé à Derry. C'était une phrase que j'avais déjà entendue, et je suppose que je l'entendrai encore si je poursuis cette enquête. Encore et encore. On vous l'a dit comme si on s'adressait à un demeuré, comme on répondrait « à cause de la gravité », si on demandait pourquoi on reste cloué au sol quand on marche. Comme si c'était une loi naturelle et que tout homme sensé devrait comprendre. Et le pire, c'est bien entendu que je comprends très bien. J'avais encore une question à poser à Norbert Kinney. Avez-vous vu quelqu'un ce jour-là que vous ne connaissiez absolument pas avant la fusillade? La réponse de M. Kinney vint si rapidement que la température de mon sang me donna l'impression d'avoir baissé d'un seul coup de 5 degrés. Tu veux dire le clown? Comment en as-tu entendu parler, fiston? Oh, je ne sais plus très bien. C'est à peine si je l'ai aperçu, reprit-il. Quand les choses ont commencé à chauffer, je me suis surtout occupé de mes propres affaires. À un moment donné, j'ai jeté un coup d'œil de côté et je l'ai vu dans la rue, un peu après les Suédois planqués sous la marquise du Bijou. Il n'était absolument pas habillé en clown, il portait une salopette de fermier avec une chemise en coton en dessous. Mais il avait ce visage maquillé, avec cette espèce d'emplâtre blanc dont ils se servent, et un grand sourire rouge de clown peint par-dessus. Et ses touffes de faux cheveux, tu sais, orange, assez marrantes. L'Almarchen ne l'a pas vu, mais Biff, si. Sauf qu'il devait être un peu embrouillé.
car il croyait l'avoir aperçu à l'une des fenêtres d'un appartement sur ma gauche. Une fois, j'ai demandé à Jimmy Gordon, il est mort à Pearl Harbor et il a coulé avec son bateau. Pour lui, le type était derrière le monument aux morts. Monsieur Kinney secoua la tête avec un léger sourire. C'est marrant de voir comme sont les gens pendant un truc comme ça, et de voir ce dont ils se souviennent après. On peut te le raconter 16 fois, tu auras 16 histoires différentes, qui ne concordent même pas entre elles. Tiens, par exemple, le coup du fusil de ce clown. Le fusil? Il tirait lui aussi? Bah oui, pardi. La fois où je lui ai jeté un coup d'œil, on aurait bien dit qu'il tenait une Winchester, celle à réarmement par le Pontet. Ce n'est que bien plus tard que je me suis dit que je l'avais vue parce que c'était l'arme que j'avais, moi. Biff a cru voir une Remington, et il en avait une. Quant à Jimmy, il était sûr qu'il tirait avec un vieux Springfield, tout comme lui. C'est marrant, non? Marrant, réussis-je à articuler. Monsieur Kinney, est-ce qu'aucun de vous ne s'est jamais demandé ce qu'un clown habillé en plus en salopette de fermier, pouvait bien diable fabriquer là? Oh si, bien sûr, on en a parlé, mais l'explication est simple. C'était sans doute quelqu'un qui ne voulait pas être reconnu. Peut-être un membre du conseil municipal, un type comme Horst Müller, ou peut-être même Trace Nogler, qui était maire à l'époque, ou un médecin ou un avocat qui ne voulait pas être vu. Je n'aurais pas reconnu mon propre père dans un accoutrement pareil. Il rit un peu, je lui demandai ce qu'il trouvait drôle. Si ça se trouve, c'était peut-être un clown véritable. Dans les années 20 et 30, la foire du comté d'Esti avait lieu beaucoup plus tôt dans la saison, et elle battait son plein au moment de l'affaire Bradley. Or, il y avait des clowns à cette foire. L'un d'eux a peut-être entendu parler de notre petit carnaval et a eu envie de venir faire un tour. Il m'adressa un sourire froid. J'ai à peu près tout dit, reprit-il. Mais il y a une chose que je voudrais ajouter, parce que tu m'as l'air vraiment intéressé et que tu écoutes bien. C'est quelque chose que Biff Marlowe m'a confié un jour qu'on prenait un verre, bien 15 ans plus tard, aux Pilots à Bangor. Il m'a raconté ça comme ça. Il m'a dit que le clown était tellement penché à la fenêtre qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne tombait pas. Il n'y avait pas que sa tête et ses épaules qui dépassaient, disait Biff, mais tout le corps, jusqu'aux genoux, suspendu en l'air, tirant d'en haut sur les voitures dans lesquelles était venue la bande à Bradley, avec ce grand sourire rouge barbouillé sur la figure. Il était attifé comme une citrouille de Halloween entaillée de travers. Ce sont exactement ces mots. Comme s'il flottait, en somme, suggérai-je. Oui, tout juste, fiston. Et Biff a dit qu'il y avait aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui l'a turlupiné pendant des semaines après l'affaire. Quelque chose d'anormal qu'il n'arrivait pas à se figurer, comme ces mots qu'on a sur le bout de la langue et que l'on n'arrive pas à trouver. Et ça lui est finalement venu une nuit, alors qu'il s'était levé pour se soulager la vessie. Il était là, en train de pisser dans le bol, sans penser à rien de particulier, quand ça lui est venu d'un seul coup. Il était 2h25 ce jour-là, quand la fusillade a commencé. Le soleil brillait, mais le clown ne projetait aucune ombre, pas la moindre.